Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Ce soir, retrouvez notre interview mercredi 18h. On va vous parler de l'urbex. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'urbex? On parle souvent de lieux abandonnés. Je vous avoue que je connais de nom, mais je ne savais pas vraiment ce que ça représentait et cette discipline ou même cette vocation ou passion pour certains. Retrouvez Pierre et Sandrine avec nous, avec Thierry pour l'interview. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous fera découvrir cette urbex en tout cas. Mais au fait, c'est quoi l'urbex? Et bonsoir, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Comme annoncé lors de cette introduction, on reçoit ce soir Pierre et Sandrine qui sont passionnés d'urbex. J'en ai parlé un petit peu avec Pierre en off et j'ai trouvé cette discipline passionnante. Donc je vais leur laisser ce soir la parole pour nous faire vivre avec vous leur passion. Salut Pierre, salut Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, salut Thierry, mon co-animateur. Est-ce que tu vas bien Thierry? Salut Sylvain, bonjour Pierre, bonjour Sandrine. Eh ben écoute, Bonsoir ça va Bonjour. Thierry. bien. On enregistre un vendredi soir, début de week-end, et puis sur un sujet que je connais pas du tout, que je suis en train de découvrir en même temps qu'on discute. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Pierre et Sandrine vont nous présenter, nous expliquer. Ben écoutez, à vous la parole pour au moins vous présenter, puis c'est parti. Alors bonsoir à tous. Moi je suis Pierre, j'ai la quarantaine. Je suis passionné de découverte, d'exploration. J'aime découvrir des nouvelles choses et vous le découvrirez, je pense, dans la suite de ce podcast. Passionné également d'urbex, euh, qui me permet justement d'assouvir ses envies et ses soifs de découverte. Je suis Sandrine, donc je fais de l'urbex avec Pierre, j'ai la quarantaine et j'ai toujours été attirée par les lieux abandonnés et le fait qu'on ait cette même passion, ça me permet de pouvoir assouvir cette envie de découverte, d'histoire et tout un tas d'autres choses qu'implique l'urbex. D'accord. Alors moi, en tant que passionné et ancien adhérent d'une fac d'histoire, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, l'urbex, en toute honnêteté, j'avais le concept de se dire c'est la visite des lieux abandonnés, mais je me pose la question à quel point vous préparez, comment ça fonctionne, parce que j'ai pu comprendre l'histoire. Moi, je vous avoue que naïvement, c'était plus vous arriviez dans un lieu, vous visitiez, vous repartiez, vous preniez quelques photos, mais ça a l'air d'aller beaucoup plus loin que ça, d'après ce que vous me dites. Et puis peut-être déjà, je me permets, juste vraiment le principe de l'urbex, parce que moi je connais pas du tout en fait. Je suis en train de voir d'où vient ce terme, à quoi ça consiste. Donc peut-être effectivement, qu'est-ce que c'est déjà l'urbex? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi urbex? Et puis effectivement, un petit peu votre histoire par rapport à ça. Alors, l'urbex, c'est la contraction de deux mots anglais, c'est urban exploration. Urban exploration, donc exploration urbaine. Ça dépasse ce cadre-là aujourd'hui, c'est-à-dire que l'urbex, cette discipline recouvre tout un tas de disciplines qui sont connexes, on va dire, liées. On va dire qu'à la base, l'urbex, c'est l'exploration des lieux abandonnés. Aujourd'hui, l'urbex ne se fait pas qu'en milieu urbain, elle se fait aussi en milieu rural. Et puis, il existe des branches dans l'urbex. Au-delà des lieux abandonnés, il y a aussi la cataphilie, c'est-à-dire l'exploration des catacombes, ou alors la toiturophilie, l'exploration des villes par les toits. Mais le terme générique urbex donc englobe tout cela. Lorsqu'on parle d'urbex, en général, on parle donc de l'exploration des lieux abandonnés. Voilà. Donc ça, c'est la discipline que nous pratiquons. Euh, Elle dépasse largement ce dont parlait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire la simple la simple exploration d'un lieu, simplement on prend des photos et on repart, ou alors la recherche du grand frisson. C'est bien plus complexe et bien plus dense, bien plus riche que tout cela, et on espère pouvoir vous faire découvrir tout cela ce soir. Voilà. Donc, vous avez commencé il y a combien de temps à peu près et qu'est-ce qui vous a fait vous dire en tout cas, allez, c'est parti, je me lance dans cette passion-là?
On a commencé il y a à peu près un an et demi. D'accord. Euh, on a commencé par un lieu qui était connu, qui était assez connu du monde de l'urbex. Euh, et moi, je sais que pour moi, donc c'était ma première visite de lieu abandonné pour de vrai, on va dire. Euh, et en fait, c'est ce que dit Pierre, et c'est ce qu'on disait, ça dépasse largement une simple visite, parce que pendant la visite, j'ai pu ressentir, enfin, en tout cas, m'imaginer ce qu'avaient vécu les habitants du lieu. Enfin, c'était un manoir, exactement. Vas-y. D'accord. Non, c'était un très grand manoir C'est dans la campagne. C'est un lieu qui est, comme l'a dit Sandrine, un lieu très célèbre dans le dans le monde monde de de l'urbex. l'urbex. La toiture a brûlé il y a pas très longtemps. Mm. Il est toujours visitable, mais la toiture a brûlé il y a pas longtemps. Et c'est le manoir d'un très riche homme d'affaires qui vit désormais aux États-Unis et qui n'y remet pas les pieds depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, comme le dit Sandrine, effectivement, on a été traversé par tout un tas d'émotions lors de cette visite. Et on a découvert des indices, et on a farfouillé, on a observé, on a écouté, on a ressenti, on a Ouais. senti. Il s'est passé au niveau sensoriel tout un tas de choses. Tu voulais rajouter? Oui, c'est ça, c'est que sur les lieux d'urbex qu'on visite, on trouve toujours des indices parce qu'au-delà de la visite, nous on fait une recherche historique, on va dire, du lieu, et on arrive D'accord. toujours à remonter, enfin toujours la plupart du temps, je dirais, euh, aux propriétaires, ce qu'ils sont devenus, parfois pourquoi ils ont quitté les lieux, ce qui s'est passé sur certains lieux qu'on a fait aussi. On retrouve des articles dans le journal, enfin en tout cas sur Internet. Et l'urbex, c'est ça aussi, c'est pas que la visite du lieu, c'est toute cette recherche qu'on fait aussi après et avant d'ailleurs, Bien sûr. avant les visites. Et ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que là, on parle des lieux, là, on vient de parler d'un manoir. En urbex, tout se visite. À partir du moment où le lieu est abandonné, Mm. les urbexeurs estiment qu'il est visitable. Donc, nous visitons les manoirs, les châteaux, les maisons, Des bunkers, des des, péniches, des usines, des avions. des hôpitaux, tout un tas de bâtiments, qu'ils soient privés, publics, administratifs, industriels, historiques. C'est ça. Dès lors qu'on peut rentrer sur ce lieu sans effraction, on visite parce que le Exactement. D'accord. lieu est abandonné. Donc c'est vrai que D'accord. nous avons visité oui, un grand nombre d'hôpitaux. Récemment, on a visité un séminaire assez incroyable dont la construction avait été ordonnée par Louis XVIII, pardon, Ouais. avec une église à l'intérieur. Enfin, c'est des lieux qui sont C'est très chargés d'histoire. c'est ça. C'est extraordinaire. Ouais. Et c'est passionnant après la visite de rechercher l'histoire du lieu. Parce que je présume que vous avez des lieux qui arrivent, enfin, vous arrivez dedans, vous en avez certains qui doivent être délabrés et d'autres, il doit encore y avoir des affaires, à mon avis, des anciens propriétaires. Pourquoi sont-ils partis si précipitamment? Enfin, je pense que c'est là où ça doit être gorgé C'est d'histoire tout et à de fait se dire, ça. il s'est passé quelque chose et j'ai envie de découvrir quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, il nous est arrivé de rentrer dans des propriétés, des châteaux, des manoirs, des maisons, où il reste des photos de famille. On est tombé sur des albums de mariage, On a l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain. ouais, Ouais. des bijoux, oui, des photos de famille, des courriers, des lettres d'enfants, des lettres Ouais. de parents. Et C'est-à-dire que parfois, le lit est même fait. Je me souviens d'une visite, c'était un château qui a brûlé récemment, d'ailleurs aussi. On a eu beaucoup de chance de le visiter avant qu'il brûle. Il y avait une tasse de café sur la table de chevet. Et donc, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé sur ce lieu. Il y Et a presque un... ça, oh, Vas-y, Sylvain, vas-y, pardon. vas-y, Thierry. Ah. Il y a presque un côté enquête aussi finalement. Je suis en train d'imaginer, alors j'ai peut-être un esprit un peu tordu, mais sur ce que vous décriviez, un côté effectivement, bah, on a l'impression que les personnes sont parties d'un coup. On pourrait imaginer enfin mille et un scénarios parmi les pires. Ils ont été enlevés,
ils ont je ne sais quoi. Il y a aussi ça qui fait qu'il a l'envie de faire cette urbex. Je me pose la question en fait, quel est le phénomène déclencheur de se lancer là-dedans? Et l'autre question, c'est plus pour Sandrine, où tu disais, euh, je te cite, ça a été ta première visite d'un lieu abandonné pour de vrai. Sous-entendu, avant ça, c'était quoi? C'était peut-être, je sais pas moi, des vidéos sur YouTube, ce genre de choses? Alors non, non, pas du tout. Ah, Quand j'étais petite, j'habitais dans une maison et pas très loin, juste à côté, il y avait une maison abandonnée. Et cette maison abandonnée, alors j'étais enfant, mhm, mais cette maison, elle m'avait toujours attirée. Alors quand on est bien sûr. enfant, on se dit c'est l'interdit, on n'a pas le droit. Et puis j'y suis allée. J'y suis allée, Ouais. j'étais petite. Et finalement, cette maison, elle était abandonnée. Il n'y avait rien à l'intérieur. Mais elle m'avait toujours attirée. Et quand on a parlé d'urbex avec Pierre, je sais plus dans quel contexte on avait parlé de ça. J'avais évoqué cette histoire. Et c'est vrai que cette maison, quand j'y suis entrée, est-ce que c'était mon premier urbex? Non, je pense pas. Mais j'y ai joué de longues années dans cette maison abandonnée. Et ça m'avait toujours attirée. Et donc quand je parle de mon premier urbex, le manoir, c'est parce que aujourd'hui je me dis que finalement j'étais petite et j'avais déjà fait de l'urbex. C'est surtout ça. D'accord. Oui, Et il y a un rêve d'enfant qui est venu se concrétiser au final. Et tout On à sait que fait. l'imaginaire, en plus d'un enfant, il y a des sensations qui doivent marquer, qui doivent rester. Ouais. Et après, de le partager en plus à deux, c'est quelque chose qui doit être grisant, je pense. Mais je crois que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, enfants, de se retrouver à un endroit, oui, abandonné, c'est-à-dire même parfois ce sont des ruines, hein, ou quatre murs, et ce sont des endroits où, on va dire moralement, on n'a pas forcément à être là, ou pas forcément C'est ça, le ouais. droit d'être là, et on est traversé enfant par un sentiment un peu de braver l'interdit, voilà. C'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, nous, en faisant de l'urbex, c'est bien plus riche que cela, je le disais Ouais. tout à l'heure en Hmm. introduction. Et tout à l'heure, Thierry, si tu me permets, bien je sûr. réponds à la première question que tu as posée. Tu parlais justement de cette, comment dire, cette façon de se demander qui a vécu là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont été enlevés, est-ce qu'il y a eu un drame dans la famille, et ainsi de suite. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, et je pense que Sandrine, tu vas confirmer, c'est que bon, nous, il y a tout un travail de recherche des lieux, qui est un travail Avant la visite. qui est très long, Oui. qui est très intéressant parce que le contexte géographique du lieu, il est primordial. Je m'explique en quelques mots. Euh, une usine désaffectée au milieu des champs, elle sera plus facile à visiter qu'une maison de maître qui est dans un quartier résidentiel, par exemple. Mhm. Puisque Bien sûr. dans le quartier résidentiel, il y a des voisins. Donc il va falloir choisir nos heures, nos horaires et Les nos jours jours. pour pouvoir y aller. Je repense à ce fameux manoir qui a été détruit aussi depuis, hein, qui est un manoir, qui était un manoir extraordinaire dont une photo trône dans ton salon. Oui, c'est vrai. Voilà, avec un piano à queue, avec un escalier de pierre blanc, enfin vraiment très très beau. Ce manoir était dans un quartier très cossu, résidentiel. Et lorsque nous y sommes allés un dimanche après-midi, les familles se promenaient dans le quartier. Il faisait beau. Il faisait très beau. Hmm. Il était impossible de rentrer dans ce manoir à ce moment-là. Et donc on a pris la décision, et pourtant c'était au moins à 70 km de chez nous, de rentrer chez nous et de revenir vers 19h30 lorsque tout le monde est à table le dimanche soir. Et là, on avait bien plus de chances de pouvoir rentrer sans être vu. C'est ce que nous avons fait et Ouais. nous avons pu visiter ce manoir. Donc je parle vraiment du contexte géographique, des recherches de lieux, des recherches sur Google Maps par exemple. C'est ça parce que, excuse-moi Je t'en prie. de te couper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en urbex, on ne divulgue pas, on ne se donne pas de lieu entre nous. Donc il y a un gros travail avant la visite sur Maps Mmh. pour rechercher ces lieux, les situer. Et ça, c'est un travail D'accord. qui nous a parfois coûté des jours, des semaines. Oui. Je me souviens d'un manoir que je voulais absolument faire.
On a mis combien de semaines à le trouver? Plusieurs semaines dans la Nièvre. Voilà, on a regardé des vidéos qui nous ont permis, des vidéos sur YouTube d'urbexeurs, qui nous ont permis d'avoir des indices. Et puis je me souviens, c'était lors d'une vidéo, c'est pendant le GPS, t'as entendu le GPS de la personne et tu t'es dit ok, c'est sur cette route. Ouais. Mais on a mis des semaines à trouver ce lieu. Oui. D'accord. Oui. Donc oui, je reprends simplement sur cette idée de la géographie. Ouais. Et pour répondre à ta première question, Thierry, j'y viens, mais c'est vrai que je prends des chemins détournés. Il y a toute cette partie, voilà, de recherche de lieux qui est passionnante et on est tout à fait disposé à répondre à vos questions si vous en avez. Et il y a l'exploration en elle-même, mais nous, on ne fait pas de recherche historique avant de visiter le lieu. C'est-à-dire qu'on laisse libre cours à tout ce que la visite va nous offrir. C'est une surprise. Pour pouvoir, on se raconte nous-mêmes cette histoire. Et d'une certaine façon, je dirais que lors de la visite, nous sommes on est les narrateurs de notre histoire, de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fonction des indices, en fonction de la disposition des pièces, en fonction des objets qui y sont laissés, des tableaux, des photos, des lettres. On a parfois trouvé des passeports même. Des passeports. On se raconte l'histoire du lieu. Et c'est en sortant simplement du lieu qu'on va commencer l'investigation à proprement parler pour confronter ce que nous avons ressenti, découvert, vécu. Voilà, il y a une question vraiment aussi de feeling. Hein. Et les informations qui sont factuelles qu'on va trouver sur le net. Parfois, ça correspond parfaitement, parfois, il y a un décalage, mais c'est assez passionnant de pouvoir confronter l'histoire vécue avec l'histoire réelle après. Voilà. Il m'est arrivé même d'écrire à certaines mairies. Oui. Pour avoir plus d'infos. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Oui, en fait, je comprends totalement. En fait, vous voulez pas, on va dire, être un peu biaisé par les infos au début pour vraiment totalement vous imprégner de l'ambiance du lieu. Et ça doit être incroyable au moment où vous arrivez peut-être à tomber juste par rapport à ce que vous voyez, ce que vous imaginez, et quand vous recoupez l'histoire derrière, ça peut être surprenant. Enfin, j'imagine totalement. Moi, qui suis passionné d'histoire, j'adore ce schéma de se dire, on y va, on investigue dans un premier temps, mais sans aller pousser plus loin que ça. Je sais pas ce que t'en penses, Thierry, mais moi je savais pas que ça allait si loin. Non, je suis assez impressionné. J'ai l'impression qu'il y a presque un. Je pose mes mots parce que je voudrais pas que ce soit vu négatif, parce que c'est pas du tout le cas, mais presque un côté un peu film en temps réel, un peu comme quand j'étais gamin, les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas, je me trompe un peu là-dedans, où il y a un petit peu ce côté, ça rejoint un peu ce que disait Sandrine. Je me dis, il y a peut-être le côté enfance, comme tu racontais l'anecdote quand tu étais enfant avec la maison abandonnée près de chez toi, de garder un peu cette âme d'enfant et puis de continuer un petit peu cette volonté de découvrir. Et lié à ça, finalement, je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous dites, c'est ce lieu-là que je veux visiter, et de ce que je comprends, sans même avoir aucune information, ça se passe comment? C'est d'un coup, vous voyez passer, je sais pas moi, une photo sur Internet, sur un réseau social, et vous dites, là, je veux y aller, ou il y a un côté un peu, parce que j'imagine qu'il y a aussi une communauté au sein des personnes qui font les mêmes activités que vous. Bon, il y a beaucoup de questions en même temps finalement que je pose. Thierry il se lâche. Très clairement, il lâche tout. Je balance mes 10 questions et puis vous avez 2 heures. C'est ça. L'urbex, c'est quand même dans la communauté très secret. C'est-à-dire que pour protéger l'anonymat des lieux, on ne divulgue pas les lieux. On ne se donne pas de lieux. Les noms, les adresses. D'ailleurs, nous, sur notre compte Insta, on change tous les noms de lieux. On brouille vraiment les pistes pour protéger le lieu. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, donc voilà, donc la communauté, effectivement, elle est assez dense. Nous, on a un réseau dans cette communauté avec qui on échange. On échange déjà des amitiés, entre guillemets, et on a exploré, on a rencontré des gens avec qui on a exploré. Il nous arrive d'échanger des lieux avec des gens qu'on connaît très bien. Ouais, mais très peu de personnes finalement. Mais très peu de personnes, puisque comment dire, oui, la préoccupation, c'est vraiment de protéger les lieux. Voilà. Et puis,
Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à ce sujet? Ouais, mais par rapport à ce que disait Thierry, je disais ça parce que comme on ne se donne pas les lieux, effectivement, c'est ce que tu disais. On voit passer une photo et je te donne l'exemple du manoir de la Nièvre qu'on a cherché pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et quand on a trouvé le toit sur Google Maps, c'était une fête. C'est C'était une vrai, tu fête. te souviens? Ouais. Ah ouais, Euh, bah ouais. on y est allé d'ailleurs le week-end d'après en une journée, alors Ouais. qu'on n'est pas du tout de la Nièvre. Euh, mais c'est ça, en fait, Mm. on voit un lieu et on se dit, ok, bon, on visite toutes sortes de lieux, mais il y a des lieux qu'on voit et qu'on se dit, ok, celui-là, je veux le faire. Et on fait tout euh, pour trouver l'adresse, quoi. Pour l'anecdote, ce manoir merveilleux, il y avait un camping-car abandonné Ouais, devant. Donc, lorsqu'on l'a trouvé sur Google Maps, on était sûr de notre coup, quoi. ouais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on cherche des lieux comme ça et qu'on arrive sur place, on n'est jamais sûr de pouvoir les visiter. Parce C'est qu'en sûr. urbex, il y a quand même quelques règles, dont le fait de ne pas rentrer par effraction. C'est-à-dire que quand c'est fermé, on ne fracture pas pour rentrer, on fait demi-tour. Et des fois, on fait des kilomètres et on arrive sur place alors qu'on sait que le lieu est abandonné parce que, par exemple, il a tourné sur les réseaux. Donc on a vu des photos et on arrive sur place et le lieu est fermé. Donc on repart et on y retourne quelques temps après. Ou parfois, le lieu est réhabilité, et pour nous, c'est toujours une bonne Et nouvelle. c'est génial. Ouais, c'est-à-dire que Ouais. lorsque, en fait, nous, on est traversé par plein de sentiments. Euh, mais lorsqu'un lieu, un vieux manoir ou un Un château château, les a châteaux, été ouais. réhabilité, donc nous, on ne peut pas rentrer dans ce lieu, bien sûr, puisqu'il est réhabilité, il est désormais gardé, surveillé, entretenu, habité, et ainsi de suite. Mais pour nous, donc il y a une petite déception à ce moment-là, mais ce qui l'emporte vraiment, c'est la satisfaction de savoir que le patrimoine ne Et part pas en sauvé, fumée, quoi, est ouais. sauvé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. nous, c'est pas l'exploration non plus coûte que coûte. On explore ce qui est explorable, et si ce n'est pas explorable parce que ça a été réhabilité, c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà. Oui, parce que vous respectez totalement les lieux et l'histoire. Ouais, Euh, Et c'est les sûrement règles une de question. l'urbex. ouais. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, vous parlez effectivement bah, de respecter, de ne pas fracturer, de changer un peu les noms. Il me vient la question de me dire comment vous partagez ça, vous, au quotidien, peut-être un compte, réseaux sociaux. Et surtout, je me doute, c'est une question sûrement stupide, mais il doit y avoir des gens qui ne sont pas dans la même optique que vous. Et c'est peut-être aussi un moyen de protéger les lieux du pillage ou de ce genre de choses, je présume. Mais oui, tu as parfaitement raison. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, pardon. Et même dans le monde de l'urbex, je sais qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à fracturer une fenêtre, par exemple, pour rentrer. On va dire que les règles de l'urbex, c'est des règles qui sont adoptées par la plupart. En fait, c'est un code de bonne conduite, on va dire, de l'urbexeur, qui est assez tacite, mais qui est respecté par la plupart des urbexeurs. C'est on ne fracture pas, on ne vole pas. Nous, parfois, on est tombé sur des bijoux, on est tombé sur des tableaux, des peintures, des sculptures, des choses assez incroyables. Donc, on ne vole pas, on ne déplace rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas déplacer des meubles, des canapés, un piano, voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que On ne nous, doit laisser aucune trace de notre la passage. seule trace que l'on laisse, qu'on laisse, c'est la photo. Voilà. Nous, on prend en photo à un instant T des lieux. D'accord. Et alors, Que vous partagez après. voilà, exactement. Mais ce qui est vrai, et là tu as parfaitement raison, c'est que parfois il y a des lieux qui sont postés sur les réseaux sociaux, qui sont reconnaissables par plein de moyens. Et ces lieux-là ont une une espérance de vie en fait Minime. qui est minime à partir du moment où il est identifiable. Il y a des gens qui viennent voler, saccager, voler du cuivre, voler tout un tas de choses, des parquets, hein. On est arrivé Des parquets. dans des châteaux où il n'y avait plus de parquets parce que les parquets ont été volés, ou des cheminées. Et c'est assez, oui, oui, c'est assez écœurant. Donc on essaye au mieux, on va dire, de protéger ces lieux. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, Thierry, si vous me le permettez. Thierry, tu disais tout à l'heure, tu parlais de ces lieux où c'était une histoire un peu dont on était le héros. Euh, et ça, donc je reviens sur ce que disait Sandrine, c'est-à-dire que
Bon, à l'avance, déjà, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est une C'est surprise, un voyage. exactement. Ouais, C'est comme un voyage. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, on est voyageurs aussi, on aime beaucoup voyager, mais les raisons pour lesquelles on aime profondément voyager sont assez proches de ce qu'on Mm. vit en urbex. Ce sont des voyages. Et donc, on ne sait jamais si on va rentrer. On ne sait jamais déjà si on va trouver un accès pour rentrer dans la propriété. C'est déjà la première chose. Une fois qu'on est rentré dans la propriété, on ne sait pas si on va trouver un accès dans le bâtiment. Et puis lorsqu'on est rentré dans le bâtiment, il faut aussi identifier les accès pour en sortir, parce que parfois ce sont des très grands bâtiments, il n'y a qu'un seul accès, et pouvoir retrouver aussi le trou, par exemple, par lequel on est passé dans le grillage. Si la propriété fait plusieurs hectares, et ben, il faut retrouver cet endroit précisément, sinon on ne peut pas sortir. Et puis des fois, ça peut mal se passer. On est déjà parti plusieurs fois en courant, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Mais ce que je veux dire par là, Thierry, quand tu disais l'histoire dont on est un peu le héros, donc nous, on ne prépare pas le dossier historique d'un lieu avant de le visiter, parce qu'on ne sait même pas si on va pouvoir rentrer, et on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière telle porte ou au bout de ce couloir. Et ce que je voulais dire par là, c'est que oui, c'est une histoire dont on est le héros, dans le sens où, moi c'est comme ça que je le ressens, mais je pense que Sandrine, toi c'est pareil. En fait, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps lorsqu'on est dans un lieu. C'est-à-dire que, ou alors, soit on se télétransporte ou on se téléporte dans le temps de l'âge d'or de ce bâtiment, mais en fait, on a l'impression de s'extraire du monde extérieur, du monde normal, entre guillemets, parce que pendant que les gens vont faire des courses, font la queue à la poste, bah nous, on est dans un château du 18e, avec des peintures, des moulures. On n'a rien à faire là, on ne sait pas s'il y a un gardien, on ne sait pas si on va faire une rencontre. On va de découverte en découverte. Quand on visite un château, on l'explore de la cave jusqu'au grenier. On y passe des heures, parfois on y passe 4 heures, 5 heures, ça peut Mm. arriver. Et il y a un sentiment assez extraordinaire, je dirais, enfin, ce sont des sentiments multiples. Il y a notamment évidemment ce sentiment d'être à un endroit où on n'a pas à être. Donc, on est très vigilant, très prudent, très silencieux. Je suis complètement d'accord avec toi et je dirais même que alors on fait de l'urbex à deux tout le temps. Voilà, ça c'est non négociable. Et puis on est toujours Mhm. partant, voilà. Mais même nous, quand on rentre dans le bâtiment qu'on va visiter, ou dans le lieu en tout cas qu'on va visiter, on devient une unité. C'est-à-dire que on ne se parle plus. euh, on entend les bruits, les craquements des parquets, une fenêtre ouverte, le vent, une porte qui claque. Mais c'est vrai, donc on se suit, parfois pas même, mais on ne se parle plus, on ne fait plus de bruit, on fait attention, on met les pieds. C'est très finalement individuel. Ce moment de la visite, il est très individuel. Ouais. Et il est Oui. d'une profondeur assez impressionnante, Ouais, puisque on est, en fait, tous nos sens sont en éveil. complètement. On est très alerte sur tout ce qui se passe autour. Les bruits, les odeurs, L'odeur des vieux parquets, de l'humidité, Mm, les craquements, tu le disais, les claquements de porte. ouais. Euh, Si vous êtes dans un grand bâtiment ou même un petit bâtiment et qu'il y a une porte qui claque, pourquoi est-ce que cette porte elle a claqué? Est-ce que c'est parce qu'il y a des courants d'air Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un? ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un? Et ça, je veux dire, ça nous est arrivé plusieurs fois de retenir notre souffle, hein. Et Pierre et moi, pendant la visite, quand ça arrive, hein, on se regarde et en fait, on n'a même pas besoin de parler. On se comprend. On sait exactement Ouais. ce qu'on doit faire. Ouais. Ça vous crée un lien indescriptible à ce moment-là entre vous, que vous avez peut-être déjà au quotidien, mais vraiment Mm, centré sur les sens, sur tout ça, parce que il y a une notion de partage, il y a une notion aussi un peu de danger qu'il faut anticiper. mm. Oui. Et vous vous êtes déjà retrouvé justement, parce que vous parlez tout à l'heure d'être parti en courant, dans des situations un peu périlleuses avec peut-être d'autres personnes ou un lieu où vous vous êtes dit peut-être un étage, j'y vais pas, ça a l'air pas suffisamment stable, par exemple? C'est notre partie anecdote du coup. Alors l'étage qui est pas suffisamment stable, ça c'est arrivé plusieurs Ça fois. arrive On souvent, ouais. prend pas de risque. Ouais. Voilà. Après oui, on a eu plusieurs cas où on a dû partir en courant parce que pendant une visite, on a vu le vigile passer. D'accord. On faisait la visite d'un manoir et on était au sous-sol,
c'est ça, hein. On était au sous-sol, il faisait sombre, et puis on entendait des bruits à l'étage. Alors plusieurs personnes qui parlaient, et ils parlaient fort. Alors que pour nous, l'urbex, c'est très silencieux, c'est quelque chose de très calme. On n'arrivait pas à identifier qui étaient ces personnes, qu'est-ce qu'elles voulaient, donc on est resté longtemps. Et je me souviens qu'on avait même cherché des accès pour sortir du sous-sol, mais c'était pas possible. Euh, Oui, on a déjà été aussi on s'est fait arrêter une fois. poursuivi par des vigiles, on s'est fait Ah, arrêter par la police aussi une fois. C'est arrivé. C'est les Mais risques de l'urbex, c'est le jeu. je reviens sur ouais. une toute petite parenthèse parce que après peut-être qu'on va partir un petit peu sur autre chose. Mais quand Sandrine dit que pour nous l'urbex c'est calme et c'est le silence, vous l'avez compris, c'est surtout pour pouvoir profiter sensoriellement pleinement des De la lieux. visite. Mais c'est aussi une façon, je crois, Sandrine, je sais pas ce que tu en penses, mais de respecter les lieux. Exactement. C'est-à-dire que nous, quand on arrive dans un château du 19e, qui a connu ses heures de gloire, et là on est dans un château dont les fenêtres sont ouvertes, ouvertes aux quatre vents. Il y a eu une vie heureuse à cet endroit-là, enfin heureuse ou pas d'ailleurs, des familles qui y ont vécu, des enfants qui y ont joué. Euh, Nous, en fait, quand on disait tout à l'heure, on ne modifie pas l'environnement, on ne déplace pas les objets, on ne fracture rien, on ne vole rien. Et d'une certaine façon, on ne veut pas non plus violer l'intimité du lieu en parlant fort, en faisant comme si on était dans un espace public. Je pense que ça On est participe très aussi du respectueux respect du des lieu lieux aussi. et des personnes qui ont Ouais, vécu. voilà, c'est ça. Et donc, on se fait les plus petits possibles. On marche avec des pas de chat et On vit au ralenti pendant ouais, les quelques heures de la visite finalement. ouais. Et ça Ouais. participe beaucoup de ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, alors pour parler un petit peu vulgairement, c'est vraiment une histoire dont on est le héros parce qu'en fait, on la vit intérieurement d'une façon très riche, très profonde, très engagée, quoi. C'est très engagé, je Mm. trouve. Intellectuellement, Ouais, émotionnellement, physiquement aussi, bien sûr. Et j'ai bien aimé, je sais pas si c'est toi Pierre ou Sandrine d'ailleurs qui parlait un peu de bulles en dehors du temps. Et j'ai l'impression que vous avez un côté où vous êtes le héros, puis d'un autre côté un peu spectateur de ce qui s'est passé avec Mm. beaucoup de respect. Ça doit être un mélange d'émotions qui doit être vraiment très très intense à vivre, surtout à deux. Je sais pas ce que t'en penses toi Thierry, t'avais une question? oui, bah, je pense que ça va être très lié à ce que tu viens de dire, et Sandrine a très rapidement cité, mais je me posais la question de combien de temps durait une visite. Donc je pense que c'est lié aussi au sentiment, parce qu'entre eux, si vous passez, j'en sais rien, 5-10 minutes, et si vous passez 2 heures, bah forcément 5 minutes, va pas y avoir beaucoup d'enchaînement de sentiments, alors que si vous passez 1 heure, qui à mon avis en plus passe très vite, mais bah, on a certainement un stress au début, et puis après ça va peut-être se détendre au fur et à mesure. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais fait, mais j'imagine que ça fait un peu une espèce de courbe d'émotion. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur ce que tu dis, lorsqu'on sort de visites qui sont longues et engagées émotionnellement, des visites où on a découvert des choses incroyables, hein. Parfois, Sandrine me dit Eh, viens voir, viens voir, viens voir. Et parfois, je lui dis pareil. Et on pousse une porte et effectivement, il y a une pièce avec un piano à queue, avec une table qui est mise, des tableaux, des lustres. Bon, voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on sort de visites importantes, en tout cas qu'ils le sont à nos yeux, on est, on retrouve le monde réel. Donc, on sort de cette bulle-là, dont parlait Sylvain, et on est abasourdi On parfois, est épuisé, oui. épuisé et Et abasourdi. c'est marrant parce qu'on remonte en voiture et on ne se parle pas, Ouais, comme si nos esprits Ouais. étaient encore sur le lieu. ouais, Oui, il vous faut un temps pour redescendre au final. ouais. Peut-être même avant de reconduire, Complètement. peut-être se dire on se pose un peu, histoire de sortir de tout ça. Et est-ce que ça vous est arrivé de faire une visite et au final, bah, quand vous recoupez les informations historiques derrière, vous dites ah, il y a peut-être un endroit qu'on n'a pas vu et qu'on aimerait aller voir. Alors, Je rigole parce qu'on s'est regardé, je crois qu'on s'est compris. vas-y, je te laisse en parler. C'était un château. Château Pigeon. Le château, on l'a appelé le château Pigeon
pour la petite anecdote, parce que quand on est arrivé devant, il y avait plein de caméras, on est parti en courant. Et puis finalement, on s'est dit non, on y va, c'est pas des vraies caméras, le château est abandonné. Et on y est allé quand même. Et c'était des caméras factices. C'était des caméras factices. Donc on D'accord. a fait cette visite qui a duré des heures. Le château était magnifique. Il y avait des tables qui étaient mises encore, des lits qui étaient faits, Un landau des années du début du XXe ouais, siècle. des pianos, des machines à coudre Singer de l'époque, celles qui sont sur les tables en fer. Enfin voilà, Ouais, le pas château bien. il y avait des lettres, Des bibliothèques. plein de livres, des Ouais. livres, il y en avait partout. Ouais. Enfin voilà, des jouets d'enfants, un château magnifique. On y a passé des heures. Ce château, on voulait le voir. On est reparti, on a fait notre recherche historique, mais Pierre me dit, il y avait une chapelle dans ce château. Et moi, je dis, mais non, on a fait toutes les pièces, il n'y a fait pas de chapelle. Et Pierre fait des photos quand on explore. Et donc, on a regardé les photos. Moi, je fais des vidéos que je publie sur notre compte Instagram également. Et puis, sur la vidéo, Pierre a dit, tiens, regarde, cette porte-là, c'était une porte qui était sous l'escalier. On ne l'a pas faite. C'était pour ça? C'était ça? Bien sûr. Ah, vous êtes compris. Et donc, il y avait une chapelle On y est derrière. retourné. Vas-y. C'était à presque 400 bornes De chez nous. de chez nous, et en fait, on y est retourné le samedi suivant. On a fait l'aller-retour dans la On a journée. fait l'aller-retour pour pouvoir ouvrir cette porte. Et alors, quelle émotion hein, quand on a ouvert la porte. La C'est-à-dire chapelle, elle était mais d'une beauté. avec une voûte peinte en rouge et bleu, Ouais. avec des détails Il y avait les chaises en extraordinaires. velours encore, des statuettes. C'était. On n'a pas regretté de faire ces 800 km dans la journée. Ouais. Oui, surtout que c'est suite à une nouvelle découverte de votre part. Voilà. Donc, c'était Et incroyable. puis voilà, parce que finalement, pendant la visite, bon, normalement, ça n'est arrivé, c'est arrivé qu'une fois. Mais voilà, là, on était tellement pris par nos émotions et tout ce qu'on voyait dans ce château, parce que c'est vraiment un château. C'est comme si les gens étaient partis hier. Oui, et puis on parlait. On n'a pas vu cette porte. Non, on n'a pas Vas-y. vu cette porte. Non, et puis tout à l'heure, tu parlais de ton intérêt pour l'histoire, Sylvain. Moi, je suis pas du tout historien ni spécialiste en histoire, mais et je pense que toi, c'est pareil. Mm. Mais ce que j'aime depuis toujours, c'est de pouvoir acquérir des connaissances empiriques. J'ai besoin de vivre les choses, de toucher les choses pour pouvoir me les approprier et puis pour pouvoir y trouver du sens. Et je trouve que là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'on sait reconnaître un château du XVIIe ou un château du XIXe du premier coup d'œil, et de se dire que dans les châteaux du XIXe, très souvent, les cuisines sont dans les sous-sols, sous-sol. et que très souvent, ce sont des grosses cuisines en fonte, et qu'il y a des passe-plats pour monter dans les étages. On en a vu beaucoup, des châteaux comme ça. C'est visiblement caractéristique des châteaux du XIXe, en tout cas ceux qu'on a fait. Et donc, on acquiert des connaissances qui sont empiriques. En rien, on devient spécialiste de l'histoire ou de l'architecture, des châteaux et ainsi de suite. Mais on découvre, on essaye de comprendre, on se documente, et puis on se fait notre petit bagage, qui est un bagage qui a été glané sur place en explorant, avec toutes les émotions dont on a parlé avant. Et ça, c'est passionnant. D'accord. Bah alors, moi, je t'avoue que j'ai plein d'images en tête et j'en viens à la question parce que vous avez parlé plusieurs fois de votre Instagram. Parlez-nous un peu de ce compte. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et voir ces photos? Est-ce que la chapelle, on peut la voir? Je suis curieux là. Alors oui, vous pourrez retrouver les photos et les vidéos sur notre compte Instagram Urbex Le Monde Abandonné. Donc pendant les explorations, Pierre fait des photos. Parfois, je fais des petites vidéos. Et ensuite, on fait la recherche de l'histoire du lieu. Et sur Instagram, on publie donc 10 photos et Pierre écrit l'histoire du lieu, en tout cas ce qu'on a retrouvé. Et une histoire qui ne permette pas d'identifier formellement le lieu. Exactement, qui ne permet pas d'identifier le lieu.
C'est la On question change. que D'accord, ils j'allais vont poser, retravailler. mon côté tech. Je peux pas faire un épisode sans parler un minimum de tech, sinon c'est plus moi. Effectivement, parce que quand on prend les photos, il y a des coordonnées, enfin l'équivalent de coordonnées GPS, etc. Donc vous faites tout un travail de nettoyage de ces métadonnées. Donc il faut aussi finalement s'y connaître un peu au niveau tech, parce que de base on se dit bah je prends une photo, je prends une photo. Vous avez tout ce travail-là qui est fait aussi on va dire en post-visite. Alors ça, on le sait que, enfin, on l'a déjà vu sur certaines photos. On peut retrouver effectivement la position. Nous, ça, on l'a pas. Enfin, en tout cas, c'est moi sur mon téléphone, c'est désactivé. Et toi aussi, on peut pas le. Ouais. Mais Effectivement. on fait attention aussi à ce que, parce qu'il y a divers outils qui permettent de retrouver les lieux, et on fait Ok, attention à ce que nos lieux ne puissent pas être identifiables. d'accord. En tout cas, on est On vigilant. est vigilant. Parfois, ils le sont quand il y a moins d'enjeux, quoi. Voilà. D'accord. Non, De toute façon, on mettra les liens de votre Instagram dans les notes de l'émission ouais, pour le bah, très bien. podcast. Comme ça, si les gens Merci. veulent vous retrouver, Merci. ils pourront avec plaisir venir. J'invite les gens à suivre hein, pour pouvoir découvrir ça. J'avoue, j'ai vu quelques photos, j'ai regardé hein, en amont de l'émission et c'est vrai que c'est assez incroyable. Thierry est pas trop Insta, mais je lui envoie quand même les liens. Il peut Oui. On regarder a un blog aussi, hein. directement. Ah, bon, bah, on mettra tout, hein, toutes les notes. Vous Peut-être que allez tout Thierry nous pourra laisser Les le envoyer. blog notes, et puis sur vos numéros Instagram. de téléphone, vos adresses. Non, je plaisante. Non, non, on mettra tout à disposition. Je crois que tu avais une question, Thierry. Tu me Ouais, disais. pour terminer un petit peu cet épisode, est-ce que vous avez un ou plusieurs, on va dire, lieux coup de cœur? Bon, vous avez beaucoup parlé de châteaux, j'ai bien compris que celui dont vous parliez avec la chapelle, etc., on sentait dans votre voix d'ailleurs qu'il y avait un côté un peu magique et je suis assez impressionné comme vous êtes en symbiose tous les deux quand vous expliquez. Mais allez, si je dois vous demander de citer un endroit, là tout de suite, lequel vous vient en tête? C'est dur, hein. On Oui. n'a jamais dit que chez nous c'était simple. Euh, Ou un insolite, vraiment quelque chose qui sort Ah totalement de aussi, l'ordinaire de ce qu'on peut imaginer. Moi, je pourrais en donner deux vas-y. Oui, moi aussi. qui Eh ben allez, sortent, deux chacun. qui sortent du château très classique, enfin classique entre guillemets, ce qui ne déprécie pas la visite, mais tu voulais parler d'eux, Le château Pigeon donc et classique. Ouais. et le chat mort. Le château du chat mort. Ah oui, oui, oui. Dans le château du chat mort, il y a un chat mort sur un lit Mm. qui est desséché. Alors Oui. c'est un peu sordide, hein, mais le chat est probablement mort dans ce château puisque les propriétaires sont partis ou décédés. Et moi, je parlerais Mais il y en a tellement. moi, je parlerais de l'avion Ah oui, de la marine nationale, c'était incroyable. qui, On est est- rentré par qui le était train sur arrière. un aérodrome abandonné et on est rentré par le train d'atterrissage de l'avion. Oui. Et on peut rentrer dans le cockpit et dans tout le fuselage de l'avion, il y a encore des sièges, il y a encore comment dire, les supports pour les missiles ou Les les armes. roquettes, je sais pas comment Mm. ça s'appelle, ouais. Ça, c'était assez étonnant. C'était Ouais, un bateau de surveillance c'était très surprenant. des côtes. Donc il y a une bulle hein, à l'avant dans laquelle on peut prendre place. Voilà. Ça, c'est un lieu assez insolite. Et puis moi, je parlerais de l'usine Chaussette. Ah, j'allais le dire, l'usine Chaussette, j'y ai pas pensé. On a fait tellement de lieux en vrai. On a visité Ouais. une usine qui Elle est fabriquait des incroyable. chaussettes. Et cette usine, qui datait de la fin du 19e, de mémoire, a fait vivre le village. C'est l'usine qui payait, qui avait fait construire l'école, qui restaurait l'église, qui employait des milliers de personnes, ou peut-être des centaines, ou peut-être des milliers, je ne sais plus, à la ronde. Et puis cette usine a été victime de la délocalisation, elle a fermé. Et dans Mais tout cette est resté usine, sur tout place. est resté sur place, c'est-à-dire que les chaussettes, les bas, les machines, Et des les... machines qu'on ne voit plus aujourd'hui. On Ouais, ne saurait même pas les réparer, quoi. ouais. C'est fou. Elle est magnifique, cette usine. Les bleus de travail, et puis les employés avaient fait comment dire, Un pot de départ. un pot de départ, enfin au moment où l'usine a fermé, Ouais. et ils avaient acheté des millionnaires, des bancos, enfin des jeux à gratter, et il y a encore les bouteilles de champagne, et il y a encore les jeux à gratter, tout est encore là. Comme Dont si, un voilà, gagnant à 1 million.
Voilà, Ouais, non, ils étaient ça, ça a tous dû. Ouais. perdants, hein. Mais bon, il y a l'atelier avec toutes les pièces, les tiroirs en bois, enfin tout est là Et à l'ancienne, vraiment. et à l'ancienne. Mm. Moi, j'ai souvenir de cette que Une roue, vous pourrez voir sur Instagram, une hein, petite roulette. une roue en carton ou en bois, en carton, je crois, C'était hein, en carton. avec une petite flèche qui indiquait, donc c'était écrit au-dessus, le magasinier se trouve. Et donc le magasinier, lorsqu'il sortait de son atelier ou de son local, il devait tourner cette roue pour indiquer, je pense à ses collègues, à son Où il se patron, trouvait. où il se trouvait, À l'accueil, aux archives. à l'église. Ouais. Ouais. Et cette roue-là, elle est encore là. Donc depuis des dizaines et des dizaines Et c'est d'années. écrit à la main, au stylo. Enfin, c'est fou. Ouais, incroyable. En fait, enfin, on traverse les temps, quoi. Ouais. Ouais, puis le mécanisme de fabrication de chaussettes, c'est pas quelque chose de forcément. On se pose pas la question de se dire comment ça fonctionne, Non, je bien Bien pense. sûr. sûr. Ouais. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement enivrant, quoi. C'est qu'on a accès à des lieux auxquels, je dirais le commun des mortels, mais c'est pas du tout péjoratif, hein, mais auxquels on ne peut pas avoir accès habituellement. Combien de fois on s'est retrouvé dans le bureau du directeur d'une usine? Ouais. C'est vrai. Et à ce moment-là, le Ouais. bureau du directeur, avec les coffres, hein, tu te souviens, hein, il y a encore euh, les coffres forts où il devait y avoir le salaire des employés, je ne sais Bien pas, sûr. enfin voilà. On s'est retrouvé dans le bureau de l'usine ou alors dans l'atelier de montage de telle chose ou telle chose. Bon, ce sont des lieux qui sont totalement inaccessibles si on n'est pas un employé de l'usine ou si on n'est pas le directeur de l'usine. On n'a rien à y faire. On n'a rien à y faire. Dans les hôpitaux aussi qu'on a pu visiter, on va dans les blocs opératoires, parfois il y a encore du matériel. Des dossiers médicaux. On va de la morgue qui est en sous-sol jusque parfois, ça nous est arrivé de monter sur le toit d'un hôpital de plusieurs étages avec une échelle qui était en place, hein. Et là, on domine à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. On est sur le toit de l'hôpital. Lorsque vous allez à l'hôpital faire un examen, qui a ce privilège, je dirais, moi, de pouvoir monter sur le toit de ce bâtiment? Personne. Donc on est vraiment privilégié. Moi, je me sens vraiment comme Ouais. étant très privilégié Mm. de pouvoir explorer ces lieux. D'accord. Bah, c'est une belle conclusion, je dirais, sauf si vous avez peut-être d'autres choses à nous dire sur votre parcours, sur tout ça. On va faire de l'urbex demain. Ah, très bien. Moi, je serais bien tenté pour faire une session urbex. Voilà. Bon, il faut juste que ça soit pas en hauteur parce que j'ai le vertige. Donc, si c'est en bas, ça me va très très bien. Mais passionnant. J'aiderai pour la partie historique, ça me fera plaisir. Thierry, qu'est-ce que t'en Avec grand penses, toi? plaisir. Ah, moi, je pense que j'ai pas le courage de faire ce genre de choses-là et je suis j'ai un mélange d'émotions. Je suis impressionné, admiratif par ce que vous faites, un peu aussi envie de le faire et mon caractère fait que je pense que jamais de la vie j'oserais faire ce genre de choses-là. Donc, non, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Pierre et Sandrine. On Merci a à une vous. petite tradition dans notre podcast. Alors, si vous avez une idée maintenant, c'est parfait. Sinon, bah, vous nous donnerez l'information. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a des invités, on a une petite tradition, pardon, à leur demander un sujet pour un prochain épisode. Donc, comme disait Sylvain, le principe, en fait, c'est quoi, pour un rappel pour vous, et puis s'il y a des auditeurs qui nous découvrent. Donc, c'est de parler de sujets dont on entend parler sans forcément savoir ce que c'est. À tout hasard, est-ce que là, un de vous deux, ou vous deux d'ailleurs, vous avez une idée de sujet qu'on se fera un plaisir à ce moment-là bah, de préparer, de diffuser, et puis en vous citant, en disant évidemment que c'est vous qui nous avez donné cette idée. Ah, là, moi, je crois que je sèche. Ouais. Bon, c'est Eh pas ben, évident, on hein, vous vous n'avez pas été laissera. prévenu, hein, donc Ouais, ça va être on, pas vous- Ouais, on c'est vous, un sujet. on vous laissera. C'était le petit piège, mais on vous laissera réfléchir et on Ouais, pourra on en va y reparler. réfléchir.
Bien sûr. Tranquillement, après, il faut aller loin. En tout cas, Thierry, toi, je t'invite, si tu ne te sens pas capable de le faire, encore une fois, hein, allez sur le compte Instagram, le blog, on mettra tout à disposition. Il faut suivre ce compte et ça raconte des histoires et vous allez voyager en même temps. Donc, merci pour tout parce que honnêtement, c'était extrêmement intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, retrouvez-nous donc pour un prochain épisode. Et puis après, il y aura le générique de fin pour également nos réseaux sociaux. Et je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao. À Au bientôt, revoir. salut! Au revoir. Heureux, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Rendez-vous sur notre site internet www.aufaitetc'estquoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée et également vous pourrez accéder aux liens vers notre chaîne YouTube et également notre compte X, anciennement Twitter. Également, je vous invite à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci et à bientôt. Salut!